un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Logos FM. Bonsoir chers auditeurs de Logos FM, c'est le rendez-vous hebdomadaire de la belle émission 100% sport avec un S à sport. Et ce soir notre invité c'est Kevin Pradier, le coach du FC Chamanières. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et nos chroniqueurs, alors il y en a un qui est particulièrement content parce qu'il paraît qu'à Raymond Coppa à Angers on entendait plus les supporters de l'Olympique de Marseille hier. Bonsoir Maxime. Bonsoir à toutes et tous. Apparemment, voilà, le week-end est encore très victorieux pour le Sud. Ok. Et Antoine Lafont, bien évidemment, qui, lui, s'est fait une petite blessure, non, c'est ça ? Ouais, j'ai un petit peu trop appuyé sur le mollet en roulant, mais ça va. Ouais, alors je dois dire qu'il a fait 120 km en vélo, chose que je suis bien incapable de faire. Ça te force en voiture déjà ? Alors, il faut un peu de gasoil, hein. Il faut un peu de gasoil. Bon, Kevin ? Eh bien, écoute, présente-toi, Kevin. Eh ben, Kevin Pradier, j'ai 32 ans et je suis un pur produit local puisque je suis originaire des Martres de Verre dans le Puy-de-Dôme et j'entraîne Chamalières donc sur la Nationale 2 pendant 2 saisons et puis la Nationale 3 cette saison. Ça fait donc 3 ans que je suis au club. C'est quoi ton ressenti sur le National 2 ? National 2, c'est un championnat qui touche au professionnalisme. Il y a même pas mal de clubs qu'on pourrait presque appeler club pro, avec des joueurs qui sont tous sous contrat ou en tous les cas qui ne font que ça. C'est un championnat qui est extrêmement athlétique, très puissant. Après, on a eu l'opportunité d'être dans 2 poules différentes. Donc une première saison dans une poule un peu ouest, où on allait jusqu'à Lorient, qui était peut-être plus tactique, et une poule l'année dernière, la poule sud, où on allait jouer à Cannes, Fréjus, etc., qui était une poule avec beaucoup plus d'argent, donc peut-être plus de talent et un peu plus folle. Ok. Ça me fait penser à... on dit des fois que par exemple le niveau du football en Ile-de-France est supérieur à la normale. Est-ce que dans le sud, parce que le sud commence à avoir cette réputation où le niveau est assez élevé? Après, ce qu'il faudrait voir, c'est combien il y a de joueurs vraiment du sud dans ces équipes-là, parce qu'il y a tellement d'argent qu'en fait, ils signent des joueurs qui arrivent d'un petit peu partout. D'accord. Mais c'est un foot qui est très très bon niveau. Après, on voit que le Puy, qui était dans cette poule-là l'an dernier, est passé très proche de la montée. Ouais. Et bon, même là, s'ils sont sur une période un tout petit peu plus difficile, qui fait encore des choses assez sympas dans cette même poule sud, même si là, ça se resserre avec moins de poules qu'il y a quelques années. J'ai vu que Cannes était bien remonté au classement, Grasse est toujours devant, donc c'est vrai que c'est compliqué. Cannes notamment, c'est un club qui est pour le coup un club pro, qui joue à ce niveau-là maintenant, mais qui a énormément de moyens et qui a des joueurs de très très grande qualité et qui sont sur une série assez impressionnante. Puis quart de finale à suivre de Coupe de France, ça parle. Ouais, c'est top. Mais justement, tiens, cette Coupe de France là cette année, elle est super alléchante. Maxime, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut gagner la Coupe de France cette année ? Ils vont perdre à Saint-Brieuc, Maxime, je suis sûr qu'il va me dire ça. Non, on sait tous que le Paris Saint-Germain fait de la Coupe de France une priorité. Comme le championnat, c'est quand même pour eux à chaque fois 2 trophées. Pour eux, c'est limite déjà gagné. Alors attention à l'excès de confiance en coupe, et on l'a vu là sur ces derniers matchs avec Espali, ils se sont fait une belle frayeur. Ah, ça c'est sûr. Mais non, je pense que honnêtement, on voit en plus là la forme actuelle du Paris Saint-Germain. Je vois pas ce qui peut les arrêter honnêtement pour remporter la Coupe de France cette année. D'accord. Une question qui me vient, et puis après Antoine, je te passerai la parole. Kevin, à la 88e minute, Espali Paris 2 partout. T'en penses quoi, toi, à ce moment-là ? Tu te dis qu'Espali va peut-être sortir le PSG ? Ouais, bien sûr, mais je pense que le PSG se l'est dit aussi, puisque j'étais devant le match. Ils envoient à ce moment-là le deuxième gardien, je crois. Ouais, Safonov, ouais. Donc je pense qu'ils se disent que la probabilité d'aller au tir au but est importante. Et rien que d'avoir été jusque-là pour Espali, je trouve ça extraordinaire. Alors ils sont dans notre poule, donc on les a joués. Et puis j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu l'entraîneur. Ouais. Je me suis pas privé d'ailleurs de le féliciter, parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. À la fois pour eux, bien sûr, pour la région, parce que ça envoie une image formidable, et puis pour le foot amateur. Ça montre que le foot amateur, dans sa plus belle forme, peut aller sur l'espace d'un match titiller un mastodonte européen. C'est fou, ça. C'est extraordinaire. Et il n'y a que le foot qui aujourd'hui nous permet d'avoir de vivre ça. C'est vrai. La Coupe de France, d'ailleurs, c'est une compétition qui est propre au foot et qui est vraiment propre à la France, avec le plus petit de D5 qui peut aller jouer une Ligue 1 potentiellement.
Ouais, c'est fou. C'est impressionnant, et cette différence de niveau, on l'a dans le foot. Et alors, je ne sais pas si dans d'autres disciplines, en basket par exemple, si on mettait une équipe NBA contre une équipe de Pro B ou choses comme ça, je pense qu'en fait, il n'y aurait pas photo et la messe serait dite rapidement. Alors que là, on peut effectivement avoir des surprises avec Saint-Brieuc, etc. C'est quand même incroyable, quoi. Antoine ? Je pense que c'est le seul sport où on peut faire ça. Déjà, on fait ça dans les sports de contact comme le rugby ou autre. Je pense qu'à la fin, on compte les morts, je crois qu'on l'avait déjà dit. Et en basket, pareil, je pense que ça serait impossible. Ouais, tu le prends même en cyclisme, sur du sport individuel, en tennis. Pour moi, c'est juste impossible. Et donc, c'est vrai que, comme l'a dit Kevin, on a la chance au foot d'avoir encore cette compétition. La Coupe de la Ligue, malheureusement, n'est plus. Mais on a encore cette Coupe de France qui peut nous apporter des émotions incroyables. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai que le football est le sport champion pour ça. Alors Kevin, parle-nous du Football Club de Chamalières. Donc je sais que vous êtes en National 3, que ça va pas trop mal cette saison. Ça va, on est sur une bonne phase, on a gagné 4 des 5 derniers matchs, donc ça nous a permis de nous repositionner au milieu de tableau. 6e, c'est ça, hein? Alors on doit être 7e aujourd'hui 7e. parce qu'on n'a pas joué ce week-end, on a un match en retard. D'accord. On devait jouer Bourgoin, mais donc en parlant de Coupe de France, Bourgoin qui a joué en 8e de finale contre Reims cette semaine, et donc qui a demandé, juste titre bien sûr, à reporter le match de dimanche, puisqu'ils ont joué jeudi. Te parler de Chamalières, Chamalières c'est aujourd'hui le seul représentant puy-de-dômois dans une compétition nationale en foot. Alors je mets de côté bien sûr le Clermont Foot qui est un club professionnel. À côté de ça, en termes de foot masculin, encore une fois, c'est le dernier représentant du Puy-de-Dôme. C'est l'un des rares représentants de l'ex-Auvergne. À ce niveau, hein, on a le Puy et Espali qui jouent à des niveaux nationaux en Haute-Loire, et puis le MIF, Moulins-Isère Foot dans l'Allier. Donc Chamalières, c'est un club qui est bâti vraiment sur un modèle amateur, une association à proprement parler, qui vit grâce à des bénévoles et à leur implication. Je pense que la chance que j'ai d'être là aujourd'hui, c'est d'abord pour les féliciter pour tout ce qu'ils font, pour permettre à ce club-là d'exister. Alors pendant des années à un niveau N2 où on était en sur régime, et puis aujourd'hui même à un niveau N3 où là encore on est faut s'accrocher. Faut s'accrocher tous les week-ends. Le niveau est vraiment sympa. Et puis c'est un club qui a fait le choix cette saison notamment de bâtir un effectif N3 uniquement avec des joueurs locaux, à une exception près. Donc c'est aussi le seul club qui du coup permet à des joueurs du Puy-de-Dôme de jouer à ce niveau de pratique, et je trouve que c'est remarquable pour le développement du foot dans notre territoire. Ouais, c'est top. Antoine? De motiver justement, tu disais qu'en N2 il y avait beaucoup de clubs qui étaient quasi professionnels. Est-ce que c'est compliqué toi quand t'as des gars qui ont sûrement des boulots à côté, de leur infliger une exigence quasi professionnelle, enfin de cumuler entre guillemets deux vies, celle de sportif et celle du travail à côté? C'est complexe, pas au niveau motivationnel, parce que les mecs qui sont là, ils ont faim. Et puis c'est des compétiteurs extrêmes. J'ai des mecs qui sont pompiers pro, qui bossent de nuit, qui sont magasiniers, enfin bref, j'ai de tout. Mais ils ont faim. Ce qui est difficile, c'est que tu luttes pas à armes égales, dans le sens où en termes de récupération, d'horaire d'entraînement, de conditions même d'entraînement, t'es pas du tout sur le même modèle. Mais ça nous a pas empêché il y a 2 ans de finir 6e sur 16 en N2, ce qui était une année incroyable, et de faire 16e de finale de Coupe de France. Après, c'est du sur-régime permanent. Et en N3, même si le niveau est quand même moindre, et notamment dans la poule Rhône-Alpes-Auvergne, on est sur un championnat à 2 vitesses, à 3 vitesses même, avec des centres de formation, Lyon, Saint-Étienne, Clermont, des clubs comme Chamalières, Espali, je pense, qui est un peu bâti sur le même modèle que nous, et puis des clubs où les joueurs sont sous contrat, qui s'entraînent les matins, avec des joueurs qui ne font que ça pour la plupart, en tous les cas, d'entre eux. Donc voilà, c'est un beau challenge. De retour sur Logos FM avec notre invité Kevin Pradier. Maxime, pardon, oh là là, je viens de faire la bêtise hors antenne et je refais la bêtise. À toi, cher ami. Kevin, moi, ma question c'était là, comment tu vois un peu les en gros 3-4 matchs à venir. J'ai regardé le calendrier, sur les 2 prochains, c'est plutôt du bas de tableau ou des équipes qui sont proches de Chamalières, et les 2 d'après, c'est plutôt du haut de tableau avec Mâcon notamment. Comment tu vois un peu les choses là, en fonction de la forme du moment, tout simplement? Ouais, mais la particularité, c'est que donc là, on se déplace à Haut-Lyonnais, chez une équipe qui, pour l'instant, est plutôt en bas. Et puis après, on reçoit 3 fois, puisqu'on reçoit donc Cessiné, une équipe pareil qui a la lutte pour le maintien, et 2 équipes de haut de tableau, Bourgoin et Mâcon.
Je pense qu'on est dans un championnat assez fou où tout le monde bat tout le monde. Il y a 2 semaines, tous les derniers ont battu tous les premiers, et là ce week-end ça a été complètement l'inverse. Je te donne un ordre d'idée. La semaine dernière, donc avant qu'on ait ce match de retard, on était 6e, on était à 4 points du premier relégable et à 5 points du premier. Donc c'est un championnat qui est extrêmement dense, où je pense que les surprises peuvent vraiment arriver. Maintenant, c'est sûr que les 2 prochains matchs sont contre 2 équipes qui jouent aussi pour le maintien, donc ça va être 2 matchs très importants à négocier. On espère faire perdurer la série actuelle. Je voulais parler aussi de l'aspect financier un peu de ces divisions, National 2, National 3, où connaissant quelques présidents, c'est pas toujours évident financièrement. Et on a appris là, il y a quelques temps, mais enfin il y a un moment que c'était dans les cartons, que la Fédération française de football veut créer une Ligue 3. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin, de cette future Ligue 3 ? Il y a des clubs qui vont déposer le bilan, non ? Je me rends pas assez compte, je pense, au niveau économique, ce que ça implique en termes de droits télé, de contrats, etc. Après, je pense que c'est un modèle qui a été choisi par d'autres pays. On parlait tout à l'heure du championnat anglais où les 4 premières divisions sont professionnelles. Maintenant, je pense que c'est des championnats qui attirent autrement plus de monde dans les stades aussi. Il y a plus d'argent. Voilà, il y a plus d'argent derrière. Etc. Ouais, certainement. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de clubs qui sont demandeurs pour cette Ligue 3. C'est ce que je lis à droite à gauche dans les clubs qui sont en national aujourd'hui. Donc, faut mettre une barrière à force. Enfin, à ce rythme-là, on va une Ligue 6 bientôt. Je veux dire, je pense qu'il faut s'arrêter. Ouais, mais après, ce qu'il y a, c'est que, regarde, par exemple, en national, cette année, t'as Sochaux, t'as Nancy, Châteauroux. Bon, même si Châteauroux, ça tourne pas, mais t'as des clubs qui sont comme ça. Oui, mais tu parles parce que c'est des clubs qui sont emblématiques. Ouais. Mais côté sportif, ils méritent sûrement leur place là. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais après, Nancy, j'espère qu'ils vont remonter. Parce que c'est le premier club de Michel Platini, là, c'est Nancy-Lorraine. Non, mais je suis d'accord, il y a des clubs historiques qu'on a envie de revoir chez les pros, mais bon, je veux dire, faut... Je sais pas. Quand je vois qu'il y en a qui vivent comme ça en 7e division... permettre aussi de professionnaliser la chose encore plus. Enfin, c'est vrai que, comme Kevin nous le disait, il a aujourd'hui des joueurs qui ont 2 vies, qui ont des emplois du temps très chargés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, faire une Ligue 3 ne va pas permettre justement à ces joueurs-là de pouvoir justement évoluer dans un cadre professionnel, de se dire, voilà, plutôt que de faire 2 journées en une, je me consacre à ma passion. Alors ça fonctionne pas, mais au moins on y va à 100%, entre guillemets. Antoine ? Mais ça va tuer les petites villes comme petites villes, entre guillemets, comme Chamalières. Il y aura que les gros clubs avec des grosses économies. Ouais. Enfin, je pense qu'on va arriver à ça. Ça, de toute façon, c'est le modèle qui a été pris par la Fédé, puisque aujourd'hui, d'année en année, ils ont réduit. Ma première saison à Cham, on est 16 clubs dans la poule, il y a 6 descentes. Parce qu'ils veulent resserrer par le haut la pyramide. On a commencé avec 4 poules de 16 en N2. Cette année, il n'y en a plus que 3. Donc, au fur et à mesure des années, ils ont supprimé une poule. Donc, automatiquement, il ne reste plus dans ces divisions que des grosses armadas. Des grosses armadas, qui sont armées. Parce qu'il faut presque 2 maintiens maintenant. Un maintien sportif et un maintien financier avec les passages devant la DNCG. Mais moi, tu vois aussi, bon, ça c'est clair comme de l'eau de roche, hein, mais je pense qu'ils veulent attirer des investisseurs. Et c'est vrai que, bon, voilà... La Ligue 3 sera pro, donc peut-être que c'est mieux, peut-être que beaucoup de chefs d'entreprise vont se dire bon, allez, on y va. Enfin voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Je parlais de Michel Platini tout à l'heure à la S Nancy-Lorraine. Antoine, tiens, toi qui me disais que Lionel Messi était le meilleur joueur de tous les temps. Je le pense, oui. Moi, je dirais plutôt que c'est Pelé. Moi, on va demander l'avis à Kevin et on reprendra notre conversation. Allez, Kevin. C'est difficile à dire pour plusieurs raisons. Déjà, je veux un an, Kevin. le joueur qui m'a fait le plus rêver, on va partir là-dessus, je dirais que c'est Zidane. Parce que c'est peut-être plus ma génération et on accordait peut-être moins d'importance aux stats qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle que du nombre de buts marqués, du nombre de passes décisives faites. Qu'est-ce que tu en penses de ça en tant que coach, hein ? Les stats, il y en a ras-le-bol, franchement. J'en pense que pour gagner les matchs, il faut marquer des buts. Ce qu'il y a de plus dur, c'est de marquer. Et la possession du ballon, d'ailleurs, tiens, ton avis m'intéresse. Parce que tu as des équipes qui perdent 1-0, mais qui ont 75% de possession. Ça sert à rien, ça ? Alors, on a fait une saison en finissant 6e de N2 où je pense qu'on a dû avoir une moyenne de 35% de possession de balle. Et voilà. C'est, pour moi, la possession, elle a d'intérêt que pour servir la victoire. C'est-à-dire que si d'avoir le ballon au vu des caractéristiques de tes joueurs et de ton plan de jeu, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher la victoire, c'est bien. Avoir le ballon pour à la fin se dire j'ai eu 70% de possession de balle mais j'ai perdu le match, ça n'a aucun intérêt. On n'est jugé que sur les résultats de toute façon aujourd'hui.
Maxime, alors Lionel Messi pour Antoine, Zidane pour Kevin, et toi Maxime? Alors, Pas un Marseillais, s'il te plaît. Hein. avant de donner le nom, je voulais juste revenir sur a dit Kevin. Rapidement. Ouais. Ouais, par rapport au fait qu'en fait, avoir la possession n'est pas forcément gagné. On l'a vu justement, on en parlait tout à l'heure avec Espali. En fait, Espali met son premier but au bout de quelques secondes. Troisième minute. Voilà, minute de jeu. Ouais. Et on voit que ils sont allés en plein dans le match, à tête baissée. Ils ont cru en leur chance. Et en fait, c'est pas forcément avec cette position du Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain allait gagner. Donc voilà, parenthèse fermée. Meilleur joueur de tous les temps. Meilleur joueur de tous les Monsieur temps, Maxime. moi j'ai envie de rejoindre mon collègue Monsieur Lafont, Antoine Canou pour les intimes. Oui, c'est vrai. Parce que ok, Cristiano Ronaldo a 900 et quelques buts, plus de 700 hors penalty. Alors c'est des stats, comme on l'a dit, qui est quelque chose d'incroyable. Mais aujourd'hui, Lionel Messi a tout gagné, tous les trophées possibles, inimaginables, il l'a fait C'est sur sûr plusieurs que c'est- continents. C'est tout faire, quoi. Donc je pense que comme l'a dit Kevin, le plus important c'est la victoire, c'est les trophées. Alors ok, les stats, les buts, les jongles, c'est important, mais je pense que voilà, Messi est le meilleur. Ouais, donc moi je vais donner mon avis quand même. Et alors, c'est vrai que je suis né en. Voilà, bref. Mais bon, ouais, Pelé pour moi c'était. D'ailleurs, tout le monde l'appelle le roi Pelé, hein, même Platini, même Zidane a du respect pour lui, Lionel Messi, enfin tous les gens. Je pense aussi à Diego Maradona, parce que moi j'ai vu la Coupe du Monde 86, les amis. Il la gagne à lui tout seul. Hein. Et quand on gagne une Coupe du Monde tout seul. 2022, Messi. Ouais, Si, quand même. pas tout à fait. Tu l'enlèves de l'Argentine, je pense qu'ils sont jamais champions du monde. Ben voilà, ça y est. Tu vois. Non, mais après, pour juste dans le débat, il y a le côté athlétique aussi. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Je pense que sur un terrain, tu mets un Pelé, un Maradona face à un Ronaldo, même aujourd'hui, des mecs comme Vinicius, des personnes qui physiquement sont des bêtes athlétiques. Je pense que voilà, la différence aussi, c'est comparer ce qui est comparable, malheureusement. De retour sur Logos FM, toujours en compagnie de Kevin Pradier, l'excellent coach du Football Club de Chamalières. Moi, je pense que Brest va battre le Paris Saint-Germain. Alors, Maxime, il a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il est plus dans le sud, dans le département numéro 13. Mais Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Non, moi je pense que Brest, depuis le début de saison, on a affaire quand même un exploit en Ligue des Champions. C'est un des seuls clubs surprise dans le top 10, hein, si je m'abuse, du classement de Ligue des Champions. Ouais. Non, ils sont pas dans le top 10, mais bon, ça a été une c'était Lille qui était dans le top 10, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils étaient quand même mieux placés devant des Real Madrid, etc. Oui. Donc c'est quand même impressionnant. Je pense que, bon, certes, c'est pas un match couperé, on est sur une confrontation aller-retour, donc voilà, tout est possible. Avec le résultat en plus du PSG Brest il y a quelques jours. Donc, allez, pronostic, lance-toi. Je pense que c'est ouvert, mais je pense que Brest, comme on en a un peu discuté hors antenne, je pense que Brest peut faire un coup avec un match nul roue-de-roue et un petit but à la dernière minute au parc. Et Maxime, il fait la fête, j'en suis sûr. Antoine, vas-y. Moi, je pense que Paris va le faire. Après, j'aimerais bien que Brest le fasse pour qu'on arrête avec la fameuse question de tous les mois de mars. Est-ce que c'est la bonne pour Paris cette année, quoi? Moi, je pense que c'est la bonne cette année. Non, putain, Fabrice, pas toi. Je vais me faire des Pas amis. toi. Non, mais tous les mois de mars, c'est la même chose. Et tous les mois. Enfin, je veux dire, maintenant, on devrait avoir l'habitude, quoi. C'est vrai. Ils vont se faire sortir. Au mois de mars, on avait l'habitude que Neymar se blesse, mais là, j'ai vu qu'à Santos, il avait retrouvé le sourire. Non, mais il est arrivé en hélicoptère à l'entraînement, donc il y a moins de risques. Il a pas joué de 2 ans, donc. Ouais, il est bien reposé. Kevin, toi qui es coach, est-ce que tu penses que Brest peut sortir le PSG? Et si tu penses que non, est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin gagner la Ligue des Champions cette année? Alors, est-ce que Brest peut sortir le PSG? Oui, forcément. Sur 2 matchs, ils ont montré qu'ils étaient capables de réaliser des exploits face à des gros. Après, Paris semble armé cette saison, et notamment sur les derniers matchs et l'état de forme d'un joueur comme Dembélé qui... Une petite question, Kevin. Est-ce que tu penses que ce match de championnat, là, perdu 5-2 à la maison, ça fait pas mal aux têtes, ça? Si, je pense que ça, nécessairement, Paris a envoyé un message. Alors, j'ai pas vu le match, hein, pour être tout à fait honnête, mais au vu du score et du déroulé et de ce qu'on peut en lire, Paris a envoyé un message et ça peut que jouer dans les têtes de Brest derrière. Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un match aller-retour, c'est pas un match couperé sur comme la Coupe de France dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce que Paris va gagner la Ligue des Champions? C'était la deuxième question, je crois. Ouais, c'est ça. C'est très très difficile à dire. Il y a tellement Attention de parce que c'est une aujourd'hui émission qui va rester sur. C'est vrai. Est-ce que Kevin Pradier va nous donner le scoop de l'année? Si je dois parler en tant que supporter, je suis plus Bayern. D'accord. de mon côté. Donc toi, tu verrais le Bayern de Munich, qui est un grand club, Antoine. Honnêtement, si Paris gagne la Champions League cette année, Mbappé prendrait pas un petit coup quand même là? Ah bah Mbappé, je pense que psychologiquement, il est cuit, quoi. Parce qu'on dirait, punaise, ce qui marchait pas, c'était lui, quoi. En imaginant qu'il batte le Real en finale, en plus. Est-ce que d'ailleurs, j'aurais aimé avoir ton avis? Tiens, ça me fait penser aussi à ça. Merci Antoine. Est-ce que, quand Platini a dit un jour que Kylian Mbappé se rendrait vite compte que la vitesse, ça ne fait pas tout, t'en penses quoi, Kevin, toi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une qualité très très forte qu'il a. Il serait bien bête de s'en priver. On parle quand même d'un joueur qui met 40-50 buts par saison. Donc c'est vrai. On peut en dire ce qu'on veut. Il a des stats d'accord. qui parlent pour elle. On parle aussi d'un joueur qui a eu des matchs incroyables en Coupe du Monde et qui aujourd'hui en 2 Coupes du Monde a marqué les esprits. Après, je pense que plus on avance dans l'âge, et c'est valable à tout niveau, plus on perd en qualité athlétique. Je pense que Ronaldo, dont on parlait tout à l'heure, je sais plus si c'était en antenne ou hors antenne, mais un bon exemple là-dessus, et qu'il faut savoir se réinventer. Mais est-ce que c'est pas déjà en partie ce qu'il est obligé de faire avec son repositionnement plus axial au Real, où il est enfermé, où il y a moins d'espace, où donc il est plus amené à combiner dans des petits périmètres et à se retrouver dans des postures de numéro 9. Je pense que quand on a autant de talent que ce joueur, on est capable de voir autre chose. Mais c'est vrai que ça va devoir, il ne pourra plus au fur et à mesure des années jouer que sur ses qualités de vitesse. Une question pour tous les trois. Antoine, est-ce que Mbappé aura le Ballon d'Or un jour? Au Real Madrid, s'il prend la Champions League avec le Real, il y a moyen. Après, Ok. ouais, ça sera, je pense, grâce au Real. Ils font souvent une grosse politique là-dessus. Ils poussent leurs joueurs. Bon, Ah bah ils n'ont pas accepté cette année, alors à Vinicius. je veux là, dire, bah ouais, alors là, quand on voit comment ils boudent, alors, enfin, je sais pas, je trouve ça. On parle d'un sport collectif, tout ça pour un trophée individuel. ouais, c'est- mais ça compte beaucoup, je pense, pour eux quand même. ouais, Ballon d'Or. c'est le marketing. C'est sûr que ça joue, mais bon, je veux dire, t'es là pour gagner des trophées co, quoi. Pas pour le trophée individuel. Maxime? Non, par rapport au Ballon d'Or, moi je pense que honnêtement au Real, ça va être de plus en plus compliqué. Alors comme l'a dit Antoine, je pense que si c'est vraiment un facteur X d'une victoire en Ligue des Champions pour Madrid, c'est possible. Maintenant, il faut quand même voir les personnes qu'il côtoie actuellement. Jude Bellingham, Vinicius, donc voilà. Pas terrible. qui- Les deux sont pas terribles, je trouve. qu'il a loupé de peu. Donc honnêtement, il faudra vraiment qu'il soit ultra décisif pour le remporter. Je pense que sinon, il peut encore être sur une deuxième ou troisième place. Mais on peut avoir un podium madrilène. Ça peut être historique. C'est vrai. Kevin? Je pense que oui. Je pense qu'il en gagnera. Après, le juge de paix, c'est effectivement la Ligue des Champions Ouais. et le nombre de buts qu'il marquera. S'il gagne la Ligue des Champions et qu'il est le meilleur buteur d'Europe et du Real, je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas, puisque les statistiques aujourd'hui, c'est ce qui a fait gagner le ballon, 8 ballons d'or à Messi et Ouais. 5 à Ronaldo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ces fameuses statistiques que j'aime pas trop, mais là, il faut vraiment reconnaître qu'eux, ils ont mis la barre très très haute, hein, Messi et Ronaldo. Et puis, cette domination, si je pensais un peu à cette domination lyonnaise en foot féminin, et t'en penses quoi, toi, du football féminin? Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, super, d'autres un peu moins. Et puis, quand on regarde les tribunes, des fois, quand il y a des matchs diffusés sur Canal+, elles sont loin d'être pleines. Donc, est-ce que vraiment le foot féminin peut percer? Peut-être pas à la hauteur du foot masculin, mais est-ce que le foot féminin peut percer? Je pense que la France a la chance d'avoir une très grosse locomotive avec l'OL et Jean-Michel Aulas qui a été précurseur en la matière, hein, qui attire les meilleures joueuses du monde depuis des années, avec le PSG maintenant aussi Ouais. qui se met dedans. Aller à hauteur de la popularité du foot masculin, j'ai du mal à l'imaginer parce qu'aujourd'hui on voit que le foot masculin est à un tel niveau de popularité que c'est difficile de les rattraper. Maintenant, il y a de plus en plus de pratiquantes. Je pense que le niveau s'est vraiment élevé ces dernières années dans le sillage de l'OL. Donc oui, je pense que le foot féminin est en plein développement et que le foot féminin de haut niveau se développe aussi de plus en plus et de plus en plus attractif, même pour les spectateurs et les téléspectateurs. Ok, donc on posera la question à nos camarades Maxime et puis Antoine. Donc je vous rappelle que Antoine, pour les intimes, on peut l'appeler Canou aussi. Et
Et je tenais à le dire. Voilà. Ouais, moi, je dévoile pas encore mon surnom, c'est trop tôt entre nous, Fabrice. Ouais. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt, c'est vrai. Alors, Antoine, est-ce que tu as regardé le crunch Angleterre-France? 26 pour l'Angleterre, 25 pour la France. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ignoble. Franchement, j'avais l'impression de revivre des traumas de supporters de l'ASM. Dominer tout le match et perdre d'un pion, quoi. Non, il n'y a rien à dire. Moi, je pense honnêtement qu'on a fait le tour avec, je vais peut-être un peu te choquer, mais avec Monsieur Galtier. Ouais, non, tu me choques pas. Il y a plein de gens qui... Ouais. On a le meilleur effectif depuis, je pense, au moins depuis l'ère professionnelle. Et quand on regarde le bilan, si ton destination, une seule victoire, et Coupe du Monde, pareil, une mission quart finale à domicile, c'est quand même bien faible. Ouais, c'est vrai qu'on a un gros effectif. Maxime? Non, je partage un peu l'avis d'Antoine. Je pense que déjà, je pense qu'on se voit trop beau. On attaque ce tournoi de destination, on met Fanny au Pays de Galles. Alors certes, le Pays de Galles est dans un mal profond. Le Pays de Galles, c'est de la Ligue 2. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, on fait quand même un match clean. On leur met, ils nous marquent 0 points, donc c'est quand même 43-0, c'est quand même un score important. C'est sûr que qui dit crunch dit moment crucial. Là, on n'a pas du tout répondu présent. Je sais pas si c'est un manque de concentration, parce que donc 27 ballons perdus. Suite à des en avant, des fautes d'inattention. Ouais. Bon, à ce niveau-là, c'est quand même compliqué. Moi, j'avais quand même l'impression de voir un match. Je sais que même dans des bons clubs de fédéral, il n'y a pas autant d'en avant pendant un match, quoi. Non, c'est sûr. Alors moi, je voulais pousser un petit coup de gueule ce soir. C'est pour tous les supporters qui pensent que la défaite incombe à Mathieu Jalibert. Alors pour moi, il n'a pas été le plus mauvais, loin s'en faut. Thomas Ramos n'a pas été terrible. Antoine Dupont rate un plaquage sur le dernier essai. Biel Biarré se fait bouffer sur une chandelle par Friedman, l'ailier anglais. Donc voilà, c'est juste ça. Je pense qu'on n'a pas le droit. Et même l'équipe a ciblé Mathieu Jalibert sur sa défense. Ok, il rate 5 plaquages sur 10, mais ça n'enlève pas qu'offensivement, c'est quelqu'un qui apporte, moi je trouve. Donc il faut arrêter de tirer que sur un seul joueur dans un sport collectif. Surtout que maintenant, le rugby ne se joue plus à 15 mais à 23. Donc voilà, c'est quand même difficile. Et c'est sacrément osé de dire que c'est la faute de Mathieu Jalibert. Donc là, à tous les supporters et puis surtout aux journalistes un petit peu trop méchants à mon goût, il faut arrêter de cibler Mathieu Jalibert. Le Super Bowl aussi a eu lieu cette nuit. Donc, victoire des Eagles, mais c'est bien, comme ça change un peu, quoi. Kansas City, il y en a un peu marre, non? C'est bien, après, je vais pas te mentir, cette nuit, j'ai dormi. Mais tu l'as vu après, tu m'as dit. J'ai regardé les meilleures actions ce matin, je vais pas non plus faire le connaisseur. Mais oui, ça change, c'est bien. Après, je trouve pour l'histoire, ça aurait été la première fois qu'une franchise aurait gagné 3 fois de suite. Ouais. Donc il y a eu un petit moment d'histoire hier. Mais 2 interceptions quand même, hein. Patrick Mahomes, c'est rare qu'il se fasse intercepter comme ça. Je pense qu'il est passé au travers. Et 6 sacs, il a pris 6 sacs. Hein. Après, j'ai la pression, mais à ce niveau-là, et puis c'est pas son premier Super Bowl, donc tant pis. Non, mais je pense que c'est vrai que pour appuyer sur ce triplé, malheureusement, qui aurait pu être vraiment historique pour ce sport, malheureusement, on voit que aussi durer au plus haut niveau, au très haut niveau, reste compliqué. C'est sûr. Kansas aligne quand même à chaque fois une équipe très compétitive. Ils sont pas là par hasard. C'est quand même compliqué de perdurer. On le voit. Est-ce que aussi Patrick Mahomes n'a pas craqué sous une certaine forme de pression en se disant qu'effectivement il pouvait être le premier à réaliser avec un quarterback à faire un triplé, peut-être. Et Philadelphie, Antoine, je te passe la parole après. Philadelphie, une grosse défense aussi. Hein. Très grosse défense. Très grosse défense, comme tu l'as dit, se faire intercepter. Ouais, il te laisse plus parler. Hein. Intercepter Patrick Mahomes. Non, mais c'est impressionnant, il faut dire ce qu'il est. Mais vas-y, Antoine, je te laisse. En plus, il dit ça alors qu'hier, il dormait à 22h, mais bon, c'est pas grave. Non, simplement pour dire que, juste, même pas sur le côté sportif, mais juste le show. Le show à l'américaine, moi j'adore, je trouve ça génial. Quoi. L'annonce de Bradley Cooper, etc. Il savent faire. Et puis les Américains, moi j'ai pu voir des matchs de NBA et de hockey sur glace aux États-Unis, ils ont vraiment le sens du spectacle. Hein. Sincèrement, ils ont le sens du spectacle. Et là, le Super Bowl, regardé par plus de 100 millions de téléspectateurs, là c'est vraiment hors norme. Quoi. Bon, après, le show de la mi-temps, j'avoue, moi je me mouille aussi. C'est pas le meilleur que j'ai vu, honnêtement, de l'histoire. Mais. Ils essayent à chaque fois d'un peu de repousser. Bon, petite apparition de Serena Williams qui fait son pas de danse,
ça a fait son petit effet apparemment. Ouais. Mais j'avoue que moi, je me suis remémoré un petit Michael Jackson dans les années 90. C'était autre chose, quoi. D'accord. On saura maintenant que Maxime a des velléités pour danser comme Michael Jackson ou pas? Ouais, bah, on sait jamais. Et si jamais l'OM est championne de France, un petit moonwalk dans les logos de Logos FM. Bon, bah c'est noté, on filmera ça alors. Mon petit doigt m'a dit, Kevin, que tu aimais bien le tennis. Ouais. On parlait de Serena Williams tout à l'heure. C'est qui ton joueur préféré, ta joueuse préférée? Quel est le moment en tennis que tu as le plus aimé? Sans aucun doute possible, Roger Federer. D'accord, pour son Enfin. élégance? Ouais, son élégance, et puis je pense que c'est à travers lui que j'ai aimé le tennis, que j'ai commencé à le regarder au début des années 2000. Et puis oui, pour la manière dont il rendait facile quelque chose de tellement dur. C'est vrai ce que tu dis. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Cette impression de voler sur le terrain, de jamais forcer pour mettre des coups droits à plus de 100 km/h et servir à plus de 200. Et puis ce côté aussi très humble dans la manière d'être, mais au-delà de ça, cette aura qui dégageait, ce charisme. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui, quand on parlait tout à l'heure des meilleurs joueurs de l'histoire en foot, je pense que le charisme, l'aura qui est dégagée par la personne compte aussi beaucoup. Et voilà. C'est vraiment l'un de mes sportifs, ou mon sportif préféré, je dirais. Ah, super. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était un sacré joueur de tennis, ça c'est sûr. Kevin, je voulais bien sûr te redonner la parole. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Football Club de Chamalières pour cette fin de saison? Sur l'équipe N3, forcément de se maintenir le plus rapidement possible pour vivre une fin de saison en regardant vers le haut le plus possible. Et puis pour le club de continuer à perdurer avec autant de licenciés, parce que c'est un club, on a parlé que de je n'ai parlé que de la N3, mais c'est un club qui a plus de 500 licenciés, qui est un des plus gros clubs en termes de nombre de licenciés énorme, sur le département. Ouais, c'est bien. Donc voilà, de continuer à avoir autant d'éducateurs et de jeunes éducateurs qui travaillent pour partager leur passion auprès des enfants, et de continuer d'être le club phare du département après le Clermont Foot le plus longtemps possible, parce que les bénévoles et les dirigeants qui travaillent là-bas depuis des années le méritent. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Jérôme Valère, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. Antoine et Maxime, vous avez 30 secondes chacun si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'est bon pour moi, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, Maxime? Bon, moi, du coup, avec un soupçon d'accent marseillais, je vais dire à Kevin, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait M. Paganelli. Et puis le meilleur pour cette fin de saison avec Chamalières. Antoine? Non, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais j'ai vu que personne n'en parlait dans la presse, mais je suis un très grand fan de MMA. Et Nassourdine Imavov, un Français, a gagné à l'UFC contre Israël Adesanya. D'accord. Une très grande star. D'accord. Et je pense qu'il aura bientôt un combat pour la ceinture, et qui serait donc le premier Français à posséder une ceinture à l'UFC. Donc voilà, je voulais juste lui rendre hommage, entre guillemets. Bon, dis donc, non, mais c'est bien, ouais. C'est un hommage parfait, ça. Merci Fabrice. C'était le mot de la fin. Pas tout à fait, parce que malheureusement, on a perdu Patrice Mallet qui était photographe professionnel, avec qui je travaillais et qui nous a quittés dernièrement. Ça a été un décès subite, quoi. Donc c'est toujours triste. Donc je voulais lui dédier cette émission. En tout cas, Kevin, merci beaucoup d'être venu, parce que on sait que le rôle de coach n'est pas toujours facile. Et voilà, on te sent quand même décontracté, connaisseur du ballon rond. Alors tu me diras c'est mieux, mais bon, des fois il y a des coachs qui connaissent pas trop. Mais enfin bref. Mais en tout cas voilà, Kevin, moi je suis vraiment content de t'avoir reçu. Vraiment, ouais, vraiment. Bon, et Antoine et Maxime, on se dit à très bientôt. Kevin, on te réinvitera, c'est une certitude. Merci. Et puis moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h sur Logos FM. Merci à tous, à très bientôt et vive le sport. Avec un S à sport. Logos FM.